Chers amis résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 juin. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du déconfinement, mais que vous n'avez pas l'imprudence que j'observe malheureusement beaucoup trop de gens qui croient que tout est fini et qui, comme à la fin d'une guerre, font la fête d'une manière irresponsable. Le virus est toujours là, malheureusement. Sa sensibilité aux ultraviolets et à la chaleur est moindre que ce que l'on pouvait espérer. Donc il sévit toujours et vous êtes toujours à la merci de deux risques. Le premier, c'est de tomber malade, ce qui n'est pas agréable vu les séquelles que ça donne. Et le second risque est encore plus grand, c'est de devenir un criminel en transmettant à d'autres une maladie susceptible de tuer. Alors comme je ne pense pas que vous ayez envie de tuer quelqu'un, il ne faut pas transmettre cette maladie, qui est une maladie quand même redoutable. Bon, mais je ne vais pas vous parler de virologie, c'est aujourd'hui. Il y a deux conventions qui m'intéressent, la Convention pour le climat et la Convention vie et nature. La Convention pour le climat a été voulue par le monarque qui a besoin de parler d'écologie. Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Macron, les mesures en faveur de la protection de la nature sont à compter sur les doigts d'une main. Et encore, une main qui manquerait certains doigts. Il y a eu l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, très bien, ça c'était le prix à payer pour l'entrée de Nicolas Hulot au gouvernement. Il y a eu le gel à un moment donné de la montagne d'or en Guyane, très bien. Voilà, il y a eu comme ça quelques... Oui, je vous en cite deux, j'aurais du mal à en citer beaucoup plus. Ce sont les seules mesures qui ont été prises en faveur de la préservation de la nature. Et moi, je ne dis pas de l'environnement, c'est un terme que je n'aime pas, parce que ça ne veut rien dire. L'environnement, c'est quoi? C'est ce qu'il y a autour. Autour de quoi? Autour de qui? Autour d'un dieu qui s'appelle l'homme? Absurde. Non, moi, je parle de protection du vivant, de la protection de la viabilité de la planète, la protection de la nature. Donc, c'est les mesures dont je crédite le gouvernement actuel, parce que, vous savez, moi qui ne suis pas un homme de parti, si ce n'est le parti de la vie, je suis objectif, et si un pouvoir quelconque, ou un parti quelconque, ou un homme politique quelconque adopte des mesures qui sont bonnes, je ne vais pas, par esprit de système, dire qu'elles sont mauvaises. Ça m'amuse un peu quand j'entends les automatismes des politiciens. Si ils sont au pouvoir et s'ils servent le pouvoir, il faut écouter avec pitié un ministre parler. Un ministre, quand il parle, il est obligé toutes les 2 minutes de rendre un grand coup de chapeau, un grand hommage à celui qui l'a fait ministre. Donc c'est toujours le chef de l'État, celui qui l'a nommé, qui est un penseur exceptionnel, un homme qui a toujours raison, etc. Ils sont pitoyables, hein, les hommes politiques. S'ils sont dans l'opposition, par contre, c'est systématiquement démolir ce qui se fait. Moi non, je suis au service de la vie, au service de la nature, et donc je juge de toute chose par rapport à cette valeur, qui me paraît être une valeur supérieure. Donc, le président a lancé une convention sur le climat parce qu'il a conscience que dans l'opinion publique, notamment dans les nouvelles générations, la protection de la planète compte. Donc le climat, c'est un très bon thème, d'autant que comme c'est un thème planétaire qui ne peut pas se régler à l'échelon d'une commune, d'un canton, même d'un département, d'une région, voire d'un pays, mais qui est un problème global, mondial, ça permet de parler, de disserter, de faire des discours sans trop déranger les lobbies, bien que. Eh bien, les citoyens qui ont été tirés au sort, parmi des volontaires sans doute, ces citoyens ont des propositions, 149 je crois, qui sont certaines courageuses et vraiment positives. Ça montre bien que quand le citoyen se met à réfléchir à un sujet, il peut dégager des préconisations qui sont des préconisations sérieuses, intelligentes. Bon, j'en examinerai quelques-unes. Par exemple, la limitation de la vitesse sur autoroute à 110 km/h. Oh là 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 là. Voilà que tous les beaufs de la planète vont bondir en disant on ne peut plus rouler, c'est épouvantable. Si on fait du 110 sur autoroute, on va se traîner. Alors quoi? Pour quelques économies d'énergie, eh bien, on va réduire notre vitesse. Bon, moi qui suis un amoureux de la vie et qui me détermine toujours par rapport à la nature, n'oubliez pas,
réduire la vitesse, c'est permettre à des oiseaux d'éviter le heurt avec les pare-brises, les carrosseries. Comme le disait un jour un humoriste avec beaucoup de cynisme et de sinistre aussi, cynisme et sinistre, les petits oiseaux s'éclatent sur nos voitures. Ouais. Et bien plus un véhicule va vite, moins la faune sauvage peut lui échapper. Les préoccupations de la faune sauvage, ah ben voilà qui est bien loin des déclarations des journalistes, des commentateurs, radio, télévision, presse écrite. On n'en parle pas. Eh bien moi ça compte, ça compte. Et donc je suis pour les limitations de vitesse aussi pour ça. Bon, ça sauve également des vies humaines. Bon, ça d'accord, c'est important. Plus on réduit la vitesse et moins on a de situations accidentogènes. Donc c'est une bonne chose pour les hommes, mais c'est aussi une très bonne chose pour la nature. Donc moi je suis favorable aux limitations de vitesse. Rassurez-vous, si vous êtes contre, il est bien peu probable que cette mesure soit adoptée parce qu'elle n'est pas démagogique et parce que les lobbies automobilistes vont évidemment être contre cette limitation. Donc ça ne se fera pas, mais enfin la proposition elle est là, elle est bonne, elle est bien. Des autres propositions qui elles seront adoptées, parce que là ça facilite le mercantilisme, l'économie, la spéculation, c'est l'isolation des bâtiments. Parce que ça donne du travail, ça va permettre à certains de gagner de l'argent. Donc les lobbies, notamment du BTP, vont être favorables à cette mesure, à une condition toutefois, c'est que ça pèse surtout sur l'État pour que les investisseurs dans l'immobilier ne soient pas dissuadés de faire construire. Parce que si on met à la charge des propriétaires la rénovation des bâtiments, sans aide de l'État, les investisseurs vont moins investir dans le locatif, puisque ça rapporterait moins, donc le BTP n'y gagnerait pas beaucoup. Alors, sous réserve que ce soit l'État qui prenne à sa charge cette rénovation, c'est une mesure qui, sans doute, sera adoptée. Autre mesure très intéressante, qui est très floue et très vague, donc ça peut peut-être passer, bien que là aussi les lobbies vont s'acharner contre, c'est la notion d'écocide. La Convention sur le climat propose d'ériger en crime l'écocide. L'écocide, c'est les atteintes à ce qu'ils appellent l'environnement, c'est les atteintes à la nature. Alors là, vous imaginez que les agro-synergétiques, la FNSEA, les chasseurs, vont faire des bonds comme ça, puisque ce sont des écocideurs pour beaucoup d'entre eux, soit à coup de pesticides, soit à coup de fusil, bref, ce sont des gens qui anéantissent la biodiversité, qui ont fait disparaître 80% des insectes, donc qui réduisent les populations d'oiseaux et qui saccagent l'environnement, assèchent les zones humides pour y mettre du maïs, etc. Donc les écocideurs, qui sont quand même puissants, nombreux et bien relayés, vont sans doute guère apprécier cette proposition de la Convention sur le climat de créer un crime d'écocide. Et pourtant, c'est sur le plan symbolique très intéressant, puisqu'effectivement, la nature vaut par elle-même et mérite d'être protégée. Et je pense qu'effectivement, il faut sanctionner les aménageurs, les promoteurs, les chasseurs, les exploitants agricoles qui, par des pratiques contraires à la conservation du vivant, détruisent la biodiversité. Donc, ça, c'est quelque chose qui me paraît effectivement intéressant. De même, la Convention sur le climat propose aussi de réduire l'usage des pesticides. Très bien, très bien. Mais vous savez, ça fait des années que l'on veut réduire l'usage des pesticides en France, et depuis qu'on veut les réduire, ils ne cessent d'augmenter. Pourquoi ? Parce que là aussi, les pouvoirs publics ne prennent pas les mesures appropriées pour empêcher une certaine agriculture, l'agriculture productiviste et que l'on connaît depuis une soixantaine d'années, de perpétrer ces pratiques qui sont des pratiques contraires à la qualité de la vie. Et puis, il y a une proposition qui est plus générale, qui est plus politique, qui a été écartée et qui pourtant présente un certain intérêt à la fois pratique et philosophique. C'était la réduction du temps de travail.
Alors vous savez que en 2000, le gouvernement de M. Jospin, le gouvernement de gauche, avec Martine Aubry, avait réduit à 35 heures la durée hebdomadaire du travail. Alors tous les grincheux, les ringards, les gens de droite, ceux qui aiment beaucoup faire travailler les autres et qui en général ne font pas grand-chose eux-mêmes, râlaient contre ça. « Oh, ces feignants de salariés, de fonctionnaires, ces parasites sociaux, ces riscophobes qui sont planqués dans des statuts, ils veulent rien faire. » Bon, ça c'est le langage des électeurs de M. Fillon. Voilà. Bon, pour ces gens-là, les 35 heures, c'est une ignominie. Alors, passer à 28 heures, la Convention sur le climat proposait de réduire la semaine de travail à 28 heures de travail. Écoutez, moi je suis quelqu'un qui a eu la chance d'exercer une profession extrêmement intéressante et enrichissante sur le plan intellectuel, moral, tout ça, et qui aime mon métier à telle enseigne que, parvenu à un certain âge, je continue toujours à le pratiquer. Donc, je ne suis pas un adversaire du travail et je ne fais pas partie de ces grincheux qui ouvrent leur boutique à 10 heures du matin et qui en général ne font pas grand-chose, mais qui évidemment ont des idées très à droite, c'est-à-dire très réactionnaires, en disant qu'il faut faire travailler les autres. Nous, on ne travaille pas, mais les autres sont des feignants. Bon, voilà. Alors ça, moi qui suis un homme qui aime mon travail, qui aime le travail, je dis qu'effectivement, dans la société qui est la nôtre, qui est une société de plus en plus automatisée, mécanisée, où en agriculture, en industrie, il faut moins en moins de temps pour produire de plus en plus de marchandises, que ce soit des marchandises alimentaires, que ce soit des marchandises manufacturées, il y a de moins en moins besoin de travail. C'est une réalité. Les robots travaillent pour les hommes maintenant. L'intelligence artificielle demain travaillera pour les hommes. Donc, si vous voulez, la quantité disponible de travail va diminuant. Pour produire des voitures, il faut moins d'ouvriers qu'il n'en fallait au début du XXe siècle. De même, pour produire des avions, pour produire des smartphones, pour produire tout ce que vous voudrez, la masse de travail nécessaire diminue. Donc, si on veut maintenir des gens au travail, il faut partager le travail et réduire le temps de travail. Donc, donner du travail à tout le monde, parce que le travail, c'est vrai, c'est épanouissant. C'est l'occasion de rencontrer des gens, c'est l'occasion d'avoir une vie sociale, c'est l'occasion de se sentir utile dans une société quand on aime ce que l'on fait, et il faut aimer ce que l'on fait, hein. Parfois, faute de faire ce que l'on aime, mais il faut aimer ce que l'on fait, eh bien, il faut donner du travail à tout le monde. Pour donner du travail à tout le monde, il faut partager le travail, puisqu'il y en aura, et il y en aura de moins en moins, en raison de la mécanisation qui est très évidemment marquée. C'est caricatural en agriculture. Réfléchissez au nombre d'hommes qu'il fallait, de nombre d'heures de travail pour faucher un champ de blé au XIXe siècle, et comment maintenant un homme avec une grosse machine peut évidemment faire le travail qu'il fallait des centaines d'hommes travaillant pendant des centaines d'heures pour obtenir le même résultat. Mais ce qui est vrai pour faucher un champ de blé l'est vrai dans tous les domaines, dans le domaine industriel, dans le domaine, et même peut-être demain dans le domaine des services. Donc la réduction du temps de travail, c'est quelque chose qui est inéluctable. Nous n'y pouvons rien. Mais c'est une proposition qui ne sera pas retenue. Voilà. Alors, c'est une convention pour le climat, c'est bien. J'aurais souhaité, pour ma part, que ce soit une convention plus large et une convention pour la préservation de la vie sur Terre, et notamment de la vie dans sa merveilleuse, fragile diversité. Voilà. Donc, la biodiversité aurait pu être à l'ordre du jour. Et ça me permet de passer de la convention sur le climat du monarque, dont il retiendra ce qu'il veut, hein, à passer à la convention Vie et Nature. Alors la convention Vie et Nature, c'est un petit mouvement d'idées qui est petit, mais qui porte de grandes idées que nous avons créé il y a une vingtaine d'années. Et je voudrais vous en parler un petit peu, parce que je crois qu'il faut que vous sachiez à quoi ça correspond. C'est pas pour faire de la retape, c'est pas mon genre, hein, je n'obéis pas à tous ces travers de la société dans laquelle nous sommes, avec des publicités agressives, vous annonçant que telle marchandise, telle initiative, tel groupement est le meilleur qui existe sur Terre. Pas du tout. Mais c'est parce que la Convention Vie et Nature porte des idées. Je suis parti de ce principe qu'il y avait des gens et des associations qui se battent pour la défense des sites, pour la lutte contre la chasse,
contre la tauromachie, contre les élevages concentrationnaires, et puis qui se battent aussi pour plus de justice entre les hommes, pour un monde plus doux, plus bienveillant, un monde du care, comme on dit maintenant pour parler anglais, c'est-à-dire du soin. Oui, tout ça forme un tout. Et c'est une idée, j'allais dire une idéologie, mais une idéologie, maintenant c'est devenu un gros mot, avec l'échec d'un certain nombre de systèmes au XXe siècle, mais c'est une idée qui est globalisante. C'est-à-dire que nous préconisons que l'homme adopte dans son comportement, dans sa vie, une attitude biophile. Biophile, vous savez ce que ça veut dire. Bio, c'est la vie, phile, c'est l'amitié. Une attitude biophile, c'est-à-dire une attitude qui valorise le vivant. Ça valorise le vivant, ce qui implique évidemment condamnation de la chasse, de la tauromachie, etc., de tous les actes de cruauté envers les animaux, mais aussi la maltraitance envers les humains. Un biophile ne peut pas soutenir la ségrégation, l'esclavage, la maltraitance, la torture, la guerre. On ne peut pas bombarder un hôpital, une école et être biophile. Un biophile, c'est quelqu'un qui met la vie au-dessus de tout. Et la Convention Vie et Nature que nous avons créée, c'est un mouvement qui défend la vie des oiseaux, la vie des mammifères, la vie des poissons, mais aussi la vie de tous les êtres humains qui ont tous une dignité égale et qui ont tous ce droit à vivre et le plus possible à vivre libre, à vivre dans l'épanouissement, dans le bonheur. Ah oui, le bonheur. Le bonheur est une idée neuve en Europe, disait Saint-Just, qui parallèlement maniait volontiers la guillotine. Enfin, le contexte n'était pas le même en 1793, il faut dire ce qui est. Mais le bonheur, voyez-vous, c'est quelque chose d'essentiel. À une condition, c'est que ce bonheur, ce eudémonisme, cet hédonisme, soit altruiste, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par une attitude égoïste en disant je pense à mon bonheur personnel, je pense à ma jouissance personnelle au détriment d'autrui. Non, c'est au contraire dans un bonheur et à recherche de plaisir et de paix partagée avec autrui. Ce qui fait d'ailleurs toute la différence avec certains penseurs comme Stirner. Alors, je déteste, moi, ce que font d'ailleurs beaucoup d'essayistes ou de philosophes qui rasent leur auditoire en parlant sans cesse de ce que d'autres ont écrit avant eux. Alors que c'est toujours ennuyeux parce qu'il faut toujours se référer à d'autres. Mais bref, là je serai très court. Il y a un penseur qui s'appelait Stirner, qui est un anarchiste, mais qui pensait que seul l'individu comptait et qu'après tout l'individu pouvait faire ce qu'il voulait, écraser les autres, puisqu'il était l'unique et sa propriété, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, même faire du mal à autrui à la limite, pourvu que lui-même éprouve sa jouissance. Non, moi je suis plutôt dans une école de gens comme Kropotkin ou Bakounine qui pensaient que chaque individu est en effet libre, c'est une forme d'anarchie, mais que cette anarchie, ça se fait dans le respect de l'autre, le souci de l'autre, l'amour de l'autre, amour de la nature, amour du vivant, des animaux et des êtres humains. Voilà ce qu'est la Convention Vie et Nature. Vous voyez que ça dépasse largement la Convention sur le climat. Mais puisqu'on parlait de convention, eh bien aujourd'hui, je vous ai parlé de 2 conventions. Écoutez, continuez, mes amis, à vous protéger parce que le virus, la Covid est toujours là et c'est une maladie redoutable. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'en soyez pas victime et ne devenez pas criminel en la transmettant à ceux qui vous entourent et peut-être à ceux que vous aimez. Voilà. Bonne continuation à tous et à très bientôt, si vous le voulez bien.